Nicolas Delassalle, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Le goût du large. Alors un mot de présentation. Vous êtes grand reporter à Télérama. Vous avez dirigé l'ouvrage Télérama 60 ans, un livre qui couvre 2 tomes. Il faut bien ça pour Télérama, un livre qui avait été publié aux éditions des Arènes. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un livre de souvenirs, on pourrait dire personnel ou roman, récit, un parfum d'herbe coupée, qui avait eu un très grand succès. Et voici maintenant donc Le goût du large, un livre publié aux éditions Prélude. Alors ce livre, il suffit de le voir, Le goût du large, eh bien on est sur un cargo. Vous êtes parti sur un cargo? Oui, je suis parti sur un cargo entre Anvers et Istanbul. Donc c'est 10 jours de navigation sur un monstre qui fait 375 mètres de long, imaginez, 60 000 tonnes et qui porte des boîtes, ce qu'ils appellent dans le jargon des marins des boîtes, nous ce qu'on appelle des conteneurs, qui transportent des denrées, qui transportent 90% en fait des marchandises qu'on échange aujourd'hui dans le commerce international. Et ce voyage il y a un récit de ce voyage, parce que c'est un voyage, évidemment, étonnant. C'est un rêve d'enfant, un peu parti prendre un cargo comme ça. Mais aussi c'est un voyage, intérieur parce qu'évidemment c'est une déconnexion totale, sur ce bateau, il y a pas internet, il y a pas de téléphone, il y a pas de femme, il y a pas d'enfants, il y a pas de parents, il y a pas d'amis, il y a absolument aucune activité à bord. Donc vous êtes riche d'un temps, qu'il faut meubler. Est-ce que vous avez ça dans le cadre de vos activités professionnelles ou est-ce que Non, c'était pour un vous êtes reportage pot offert un billet non, c'était de pour, cargo en disant: «Tiens, je voilà, rêvais de le faire, je mais vais il s'est m'offrir avéré quelque chose qu'on faisait un d'exceptionnel». numéro spécial à Télérama sur l'océan et j'ai proposé le sujet. En même temps, j'étais en train d'écrire ce livre de souvenirs, de reportages, entre autres, un récit en tout cas. Et il s'est avéré que quand je suis arrivé sur le bateau, j'ai vu la taille du bateau, j'ai compris qu'il y avait matière littéraire. On les voit jamais ces bateaux, ils sont dans les ports industriels un peu éloignés des centres-villes. Et ensuite, j'ai compris que, ces containers qui contenaient des choses toutes différentes les unes des autres me ressemblaient j'étais un petit peu un porte-container moi-même. J'avais plein d'histoires qui n'avaient rien en commun les unes aux autres, à part qu'elles étaient collées sur le même bonhomme. Et du coup, voilà, j'ai commencé à Mais il y a des écrire. cabines passagers? Il y a des cabines passagers très opulentes, on peut vraiment on est très bien dans ces cabines. Elles sont pas très bien décorées, pas toujours avec bon goût, mais il y en a peu, mais voilà, n'importe qui peut prendre un billet grâce aux compagnies ou alors avec la compagnie Mer et Voyages dont c'est la spécialité, mais directement aussi avec les compagnies, comme les compagnies C'est un voyage françaises. original en tout cas. C'est un voyage original. Il faut savoir, je crois qu'il y a 100 millions de personnes qui voyagent par croisière Costa chaque année ou équivalent. Et 3 000 baroudeurs qui optent pour le porte-container. Alors il y a pas d'activité à bord, vous savez pas exactement quand vous partez, quand Pas de vous revenez, piscine, pas de piscine. Il y a un pas de jacuzzi, il y dancing? a un jacuzzi, Il y a un jacuzzi il y a un quand même? jacuzzi, mais il y a pas de dancing, il y a pas de voilà. Et puis, il faut imaginer 23 marins à bord sur un bateau aussi grand. Je crois que j'ai dit 375 mètres, c'est 275 mètres, enfin ça fait déjà 3 terrains de foot. Vous les voyez jamais. En fait, avec les cars et tout, vous êtes sur un bateau fantôme Et les un peu. repas, ça se passe comment? Alors les repas, c'est particulier parce que c'est très tôt quand même, donc le repas de midi, c'est à 11 heures et le repas du soir, c'est à 17 heures, entre 17 heures et 18 heures. Ce que j'écris dans le livre, je crois, c'est des horaires de psychopathes, norvégiens. Mais on s'adapte, on s'habitue. Il y a un petit vertige, au début. Les 2 premiers jours, on ne sait pas quoi faire en fait. On est un peu, perdu, totalement perdu et puis, on s'adapte. On est peu à peu accepté par l'océan, par les marins, On peut par rencontrer les marins? Vous aucun avez, problème. pu, Ouais, moi un j'avais un peu vous équipage. entretenir avec eux? Tout à fait, ils sont ouverts, ils sont philippins en l'occurrence pour mon voyage. Ce sont des durs à cuire, c'est pas un cliché. Ils sont 6 mois en mer, sans jamais voir personne, donc ils s'ouvrent pas tout de suite facilement, mais avec un sourire ou 2 et une bonne bière, en fin de journée, on peut bien discuter avec eux, ouais. Alors, dans ce livre, on voit que vous vous évadez, parce que comme vous êtes grand reporter, vous avez, plein d'histoires vous avez raconté plein d'histoires, mais visiblement, il en restait encore un grand nombre dans votre besace. Oui, c'est un peu comme, vous savez, ces choses qu'on raconte de retour de reportage à ses copains le soir en soirée. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu à la fois l'écume et à la fois parfois ce qu'il y a de plus fort. Et je pense que la forme littéraire permettait de raconter ces histoires bien mieux qu'une forme beaucoup plus stricte, que nous oblige le travail de journaliste. Alors pour comprendre l'esprit dans lequel vous avez écrit, ce livre, on va prendre deux, trois histoires, très rapidement bien sûr parce qu'il faut les lire, hein,
partie de foot au pôle Nord. Alors ça, c'est un truc qui m'est pas arrivé à moi, mais que je raconte quand même parce que c'est un de mes amis photographes, Yuri Kozyrev, russe, à qui c'est arrivé dans les années 90, par exemple, donc juste avant la première et la seule peut-être élection démocratique qui ait jamais eu lieu en Russie. En 96, un oligarque voulait se présenter, mais il était totalement méconnu. Alors il a demandé à des journalistes de venir chez lui, et puis la soirée était très très arrosée, tellement arrosée qu'à 3 heures du matin, quelqu'un a dit: «Et si on allait faire un foot au pôle Nord?» Donc à ce moment-là, il faut bien comprendre que Moscou quand même est éloigné de 3 500 kilomètres, je crois, du pôle Nord. C'est quand même un grand voyage. Mais pas de problème, Davaï, on loue, parce qu'à l'époque on peut louer un avion de ligne, et on part comme ça en tenue de ville. Quelqu'un pense à prendre un ballon et puis on arrive à Krasnoïarsk, là on prend un autre avion et puis ensuite on arrive sur une base russe et il faut prendre un hélicoptère. Il y a trop de monde, mais c'est pas grave, on tient debout, on se met tous debout et les types arrivent au pôle Nord, ils font un football, tous imbibés évidemment, vous imaginez à quel degré de vodka. Et c'est l'anecdote est déjà rigolote ici, mais elle prend une autre dimension quand soudain une espèce de Nicolas Vanier soudain arrive à l'horizon avec ses 12 chiens et probablement un mois de galère à travers tous les blancs de l'Arctique. Il pense être arrivé, le pauvre garçon, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une quinzaine de Russes en tenue de ville, puisqu'ils ont oublié de prendre leur manteau, ils n'ont pas prévenu leur femme, en train de faire un foot et en train de leur proposer un peu de vodka. C'est une très belle histoire. Alors, vous-même, il vous est arrivé évidemment de rencontrer un certain nombre de personnages tout à fait extraordinaires. Je pense à ce Syrien qui veut traverser bon, la Méditerranée à la Oui, nage. il voulait traverser, alors pas toute la Méditerranée, mais il y avait bien 8-10 kilomètres, c'était en septembre dernier, ça encore. Il voulait traverser à la nage parce qu'il n'avait pas l'argent pour rentrer sur les petits bateaux en caoutchouc. Heu et si vous voulez, il se sentait, tellement enfermé dans son statut de réfugié en Turquie, il trouvait pas de travail et il disait: «Pour les Turcs, un réfugié, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de». Il a laissé quand même une partie de sa famille, sa mère qui pouvait pas voyager, en Syrie, et donc il était prêt, y compris à nager. Il s'entraînait tous les jours pour pouvoir faire la traversée. J'ai réussi à le convaincre que c'était peut-être un peu plus prudent de pas y aller à la mer entre les bateaux et sur une aussi longue distance, et voilà, et c'est devenu, presque un ami maintenant, on peut le dire. Je suis allé le voir, maintenant il est en Autriche, et voilà. Et pour l'anecdote, c'était un type qui m'avait aidé complètement par hasard, un an auparavant, quand j'allais vers Kobané, pendant la bataille de Kobané, et qui m'avait sorti d'un problème technique. J'étais coincé avec ma voiture de location, à peine arrivé dans les ruelles étroites de la vieille Médina de Sanli-Urfa. Voilà. Oui, parce que vous avez pris des risques aussi dans votre vie de grand reporter. Kobané a été une ville particulièrement difficile. Oui, alors moi j'ai pris des risques, je suis pas reporter de guerre. Il m'arrive de faire des reportages dans des zones de conflit, mais par exemple Kobané, j'étais pas dans la ville, hein, j'étais juste à la frontière avec tout le pool de journalistes d'ailleurs. Enfin, tout peut arriver. Tout peut arriver. On était Hein. à bonne distance pour certains tirs d'armes lourdes. Mais bon, c'est pas le cœur de mon métier. Mon métier, c'est d'essayer de raconter justement les à côté. Par exemple, Tombouctou. Je vais pas raconter les mouvements des troupes françaises là-bas. Je vais en revanche raconter comment. Ça fait rêver, hein, Tombouctou. Ben, évidemment, il s'est se passer les choses affreuses qui se sont passées à Tombouctou. Mais d'un autre côté, Tombouctou fait toujours rêver. Oui, il y a une grande charge littéraire encore, rien que dans le nom D'abord, comment de est-ce la qu'on va ville. à Tombouctou? Oh, on n'y va pas. On se fait lentement accepter après 1000 kilomètres de pistes, de fausses routes, de maladies, parce que j'ai une collègue du USA Today qui est tombée malade. Je raconte dans le livre comment on essaie d'arriver et combien de temps on met pour, je sais pas, 4 jours de voyage pour enfin commencer à travailler, en fait. Et c'est dangereux là aussi. Tout à l'heure, C'est je parlais de dangereux. danger quand même. Vous avez pris des risques Oui, il y parce a, il y a qu'il y a, un vrai danger psychologique en tout il y a cas, un puisque certain nombre d'islamistes qui voilà, sont il y a dans tout des le gens qui n'aiment secteur. pas les gens qui aiment le saucisson, qui traînent là-bas, et nous on est là et on n'a personne pour nous protéger. Donc il y a pas un troufion français à ce moment-là sur cette zone-là. Mais c'est le seul moyen d'y aller. Donc, et moi j'y allais pour les manuscrits de Tombouctou, et l'armée pouvait convoyer certains journalistes par les airs, mais il fallait suivre l'armée, raconter l'armée. Et le type de l'armée m'a dit: «Monsieur, on n'est pas là on n'est pas une agence de voyage». Je vous remercie, je suis pas non plus en vacances, mais je suis là pour raconter l'histoire des manuscrits de Tombouctou, comment voilà, ils ont été sauvés par les gens de Tombouctou. C'est très triste cette histoire de manuscrits à Alors, pas Tombouctou. si triste que ça, parce que moi j'ai découvert, au demeurant, qu'ils en ont brûlé très peu en fait, hein, très, Ah très, oui. très peu, parce qu'ils ont été exfiltrés par une armée des ombres pendant les 6 mois d'occupation, petit bout par petit bout, petit texte par petit texte, par pirogue, par âne, par mobilette, tout doucement, jusqu'à être sauvés aujourd'hui à Bamako, dans les 90 ont été sauvés. Alors, d'autres histoires, par exemple, je pense à l'Indonésie, où on s'aperçoit que c'est Ribéry qui est la personnalité, la plus la plus
la plus célèbre, alors Ouais. qu'il s'est passé des événements tragiques. Oui, il vaut mieux en rire, il y a matière à pleurer. Vous partez je suivais un des meilleurs torréfacteurs de France, qui cherchait l'or noir parfait. Voilà, c'était pas du tout un reportage, en zone de guerre, même si c'était une zone de charia et une zone, vraiment marquée par l'histoire puisque 100 000 personnes sont mortes en quelques minutes, dans cette zone, au moment du tsunami, en Indonésie. Et quand on arrive là-bas, on a vraiment l'impression d'être loin, vraiment loin, loin, loin de la France. Et je me rappelle que c'était une semaine après la défaite du match aller de barrage entre la France et l'Ukraine et je rencontre des types et dès qu'on leur dit qu'on est français, ils disent: «Ah Francis, Francis», que Francis c'est français, pour là-bas. Occidentaux, c'est Boulet, oui un Boulet Francis et là ils nous disent: «Mais Ribéry, Ribéry, Ukraine, Ribéry 2-0». C'est compliqué quand même et alors bon Chateaubriand, Céline, non, mais Ribéry partout, Et partout. la tragédie Et la est tragédie, très est présente très ou... présente dans le sens où elle est dans l'air. Elle est dans l'air qui est moite, qui est sec, enfin pas qui est sec, qui est iodé au contraire, mais toutes les routes sont neuves, d'un coup. Tout est suisse, tout a été reconstruit en fait. Et puis vous voyez des visages. J'ai rencontré notamment un personnage, un marin, un pêcheur, qui lui a perdu toute sa famille, qui a perdu ses trois enfants, sa femme, qui lui a survécu, accroché à une planche de bois. Et il m'a dit qu'il était mort ce jour-là, que les jours qu'il a gagnés depuis ne servent à rien et c'était assez triste. Mais à côté, la vie continue, les autres Alors continuent. encore une histoire, on vous écouterait pendant des heures et des heures et des heures et des heures, mais il faut lire votre livre, Le goût du large, Nicolas de Le Sal. Alors, une histoire, la dernière, cet agent secret tunisien, quelques Ah, mots, Riyad, Riyad. Riyad, je l'ai rencontré, figurez-vous, très près puisque je l'ai rencontré à Marseille où il vit aujourd'hui et c'est un très bon étudiant qui a passé les concours de l'école de police sous Ben Ali. Il était tellement bien classé qu'il a fini, dans les premiers. Il a choisi les services secrets. Il avait le physique de l'emploi, un vrai James Bond, très beau gosse, longiligne, brun, les cheveux jais, les yeux, très, très intelligents et il espionnait, les Robert Ménard à l'époque, pour Reporters sans frontières, les personnalités étrangères en fait, car il a l'impression de mener une vie incroyable. Et puis il a une petite commune marocaine, alors ça va plus du coup. Il y a du Maroc dans la, ça va pas. Donc il est déclassé au service intérieur. Cette fois-ci, il espionne les Tunisiens, les intellectuels tunisiens, les journalistes tunisiens, les gens qui se battent contre Ben Ali. Et peu à peu, il commence à comprendre que en fait, ces types qui l'embêtent en permanence, hein, parce que c'est des réveils à 4 heures du matin, c'est pas le, c'est de la torture lente, hein, vous voyez, c'est assez subtil. Il comprend que ces gens sont plus courageux que lui, en fait. Et il tombe en admiration devant eux. Et il a une prise de conscience politique. Et à un moment, le pouvoir se retourne contre sa propre sœur simultanément et il décide de déserter. Et donc il part, tout ça se passe en 2006, donc bien avant la chute de Ben Ali. Et il part et il a je sais plus, poursuivi administrativement. En gros, s'il est attrapé, il part dans les geôles de Ben Ali sans procès. Et vous imaginez sa joie quand il est à Marseille et qu'il apprend, en 2011 que, Ben Ali est tombé. Mais figurez-vous qu'il est resté à Marseille et c'est compliqué de devenir marseillais, mais je me suis marié avec une Française. C'était pas un mariage blanc, il y avait sa petite fille à côté de nous qui, mangeait sa glace et voilà, c'était une belle histoire pour le coup. Nicolas de Le Sal, ce sont des gens comme vous qui font croire à des millions de jeunes élèves que le journalisme, c'est vraiment formidable parce que vous faites rêver tout le temps, non? Mais le journalisme Et est vous êtes vraiment heureux? formidable. Je suis heureux d'avoir, travaillé pour un journal qui me permet de faire ces reportages-là, de travailler avec des éditeurs qui sont, friands de ce genre d'histoire-là et je pense qu'on a tous besoin de ce genre d'histoire-là parce qu'on a tous besoin de se rappeler que les autres sont comme nous, en fait, hein, qu'ils ont peur des mêmes choses que nous, qu'ils aiment les mêmes choses que nous, qu'ils sont pas des gens un peu bizarres. Moi, j'entends beaucoup de choses sur les musulmans en ce moment. J'ai rencontré tellement de de musulmans dans mes reportages que les bras m'en tombent qu'on puisse même imaginer qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont exactement comme nous. Bah, tout le monde, oui, bien sûr. Vous citez, donc en exergue de ce livre, cette phrase de Pablo Neruda, le grand poète: «Il meurt lentement celui qui ne voyage pas». Oui, celui Ah, qui, vous mourriez bah, si vous ne ouais, voyagez pas? je pense que sans cette décharge électrique, qui vous parcourt le corps de la pointe des pieds jusqu'à la pointe des orteils, oui, je pense que je me momifierais peu à peu, oui. Mais je pense que tout le monde, en fait, est un peu comme ça. Dès qu'on sort un peu des journées jumelles, on se sent un peu mieux, un peu plus vivant.
Merci beaucoup, Nicolas Dels. Alors voilà, ça c'est vraiment un livre qui fait rêver, un livre vraiment exceptionnel et puis très très bien écrit. Donc Le goût du large, donc aux éditions Prélude, et un livre que je conseille à tous ceux qui veulent vraiment s'évader dans une période un peu peut-être morose, non? Un peu recroquevillé sur Et puis elle-même. c'est l'hiver, alors donc au moins là. On Sortons. voyage et on voit autre chose et on voit d'autres personnes. Merci beaucoup, Merci Nicolas. à vous, merci beaucoup.